Tu l'as évoqué, Richard, la représentativité. On a tendance à se focaliser sur la représentativité, sur nos résultats électoraux. Dans ce département, on traite un dossier avec Christian qui s'appelle Yves Rocher, où il y a 300 postes supprimés. C'est un accord qui est signé par 2 syndicats, les 2 premiers syndicats de la boîte, CFE-CGC et CFTC. Et chez Yves Rocher, c'est un peu ce qu'évoquait Richard. Chez Fleury Michon, il y a beaucoup de recherche et développement. Donc, premier syndicat, c'est les cadres. C'est les ingénieurs qui font de la recherche et développement. Ils sont chefs de labo. Ils sont essentiellement à Rennes. Et ils pèsent 31% en représentativité. Ils ont signé l'accord, suppression de 300 postes, la fermeture d'une usine qui est l'usine de Plouermel, qui est l'usine qui fabrique les parfums. Et c'était l'usine pilote du site. Donc, autant vous dire que quand ça tombe sur les salariés, c'est particulier, quoi. Ça colle avec l'actualité, puisqu'en plus ce sont, alors ne voyez pas de jugement de valeur dans ce que je vais vous dire, mais ce sont des salariés majoritairement femmes, plutôt en fin de carrière, qui ont fait toute leur vie chez Yves Rocher avec un niveau de qualification, en tout cas un niveau scolaire, assez faible. Donc elles ont 58-59 ans, elles vont probablement licencier si on ne fait rien, 27 mois de chômage, j'enchaînerai après sur la réforme des retraites, 64 voire 67 ans, ça veut dire 4-5 ans sans revenu pour celles qui sont mariées, puisque le RSA ou l'allocation spécifique de solidarité, qui est le deuxième filet de prévoyance, entre guillemets, prévu par Pôle emploi, il est soumis aux ressources conjugales. Donc si vous êtes marié, c'est mort. Si vous avez un mari qui travaille, si vous avez un conjoint, un compagnon, une compagne, voilà. Donc on a cette problématique-là. Et on a cherché une porte pour mener le combat sur le dossier. Moi, j'aurais aimé qu'on foute l'usine en grève et qu'on tienne là-dessus. Bon, j'y étais, moi, le jour de l'annonce du plan social sur le parking. On annonce la fermeture de l'usine à 12h30, à 13h45, les salariés sont au boulot. Donc, autant vous dire qu'ils ne sont pas prêts à être en grève. Hein. Quand on a fait le constat, on se dit, l'œuvre Yves Rocher, le paternalisme a fait son œuvre, c'est des bons petits soldats, on ne les mettra jamais en grève, les filles, on n'arrêtera pas. Donc on a fait le choix de chercher autre chose et on vient d'entamer un recours juridique. Là, on a fait on a passé la première étape. La première étape, c'était de s'assurer que notre requête était recevable auprès du juge. Et donc on conteste la signature des 2 organisations syndicales. Et on les conteste sur la transparence financière. Je vous rappelle, on s'est focalisé, nous, et peut-être à tort, sur la représentativité, c'est-à-dire sur nos résultats électoraux. Mais l'article du Code du travail, qui est le L2121-1, il dit d'abord respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, l'ancienneté de 2 ans dans le champ géographique et professionnel, l'audience, l'influence, les effectifs et les cotisations. Je le dis. Les effectifs, les adhérents, les cotisations, il faudra regarder, parce qu'il y a des boîtes où la CFDT présente des listes où elle n'a pas un adhérent. Peut-être qu'on pourra aller les chercher là-dessus aussi. Si on gagne, il faudra y réfléchir par la suite, parce qu'il y a un truc. Donc on conteste la signature des 2 organisations syndicales. On passera vraiment à l'audience le 20 juin, donc on sera un peu fixé, on aura un peu de température. On a mis un avocat là-dessus, parce que c'est un dossier ultra technique. En plus, vous saisissez par voie d'huissier, donc on ne peut pas vous louper. Vous vous dites, ah non, c'est fini, la procédure, elle est morte. Voilà, on a pris un avocat en accord avec la Fédération de la chimie. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que vous soyez extrêmement vigilants. Et je le dirai dans chaque syndicat, il faut déposer vos comptes. Si vous ne déposez pas vos comptes, vous doutez bien qu'on on vient de déterrer l'âge de guerre. Et on le sort. On va se cartonner la CFE-CGC, la CFTC, ils vont regarder partout où on est implanté et où ils sont présents pour dire est-ce qu'il est faux et nickel chrome. Si on ne l'est pas, on va se le prendre plein de billes. C'est le jeu. Hein. Voilà. Donc faites attention à ça. Bon, vous êtes tout seul, vous êtes dans une situation de monopole, mais il faut que le message y passe. Parce qu'on a encore des syndicats qui font des assemblées générales pour dire qu'elles ont fait, sur un coin de table, etc. Il faut qu'on soit un peu rigoureux, parce qu'on entame un truc qui va secouer le Landerneau. Et ça me renvoie sur le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est la retraite. C'est ce côté ignoble de cette réforme, où d'un côté, on est capable de dire aux salariés que nous sommes, c'est 64 ans pour tous, et pour autant, les tauliers vont dire, putain, la boîte, ça commence à aller mal, moi, ce que je fais, le service RH me sort un tableur Excel, je regarde les âges, et je vire les plus anciens, parce que via le jeu des primes d'ancienneté, tous ceux qui me coûtent cher, c'est ceux qui sont là depuis longtemps, donc je les dégage. Donc on a cette problématique-là, et donc on va essayer de s'emparer du dossier d'Yves Rocher pour mettre cette focale là-dessus. Parce qu'à un moment donné, c'est facile de nous dire c'est 64 voire 67 ans, mais encore faut-il qu'on ait un boulot. Qu'on ait un boulot, 2, qu'on soit capable de tenir la poste de travail. Il y a aussi cette problématique des métiers, de la pénibilité, etc. Bon, vous avez vu, on a réussi, jusqu'à présent, on a réussi les mobilisations. Mais la mobilisation, y compris le 1er mai, qui était
quand même massif dans ce département, ça ne suffit pas, quoi. Macron, il s'en fout. On n'a pas réussi à arrêter l'économie du pays. Moi, je pensais qu'à un moment donné, au vu des succès des premières manifestations de l'unité syndicale, qui est extraordinaire, enfin, qui est historique, parce que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas ça. On a fait beaucoup d'intersyndicales où on n'était que 4. Hein. CGT, FSU, Solidaire et nous. Les autres, CFDT, CFTC, CFCGC, on ne les voyait pas. Ça non plus. Donc, voilà. Là, on est tous là, et pour autant, ça ne bouge pas. Donc, prochaine manif le jeudi 6, il faut essayer de la réussir, parce qu'elle a pour objectif de peser sur l'Assemblée nationale. Parce que le groupe LIOT, qui est un petit groupe indépendant, alors pour vous situer, Paul Molac, le député de Ploermel, fait partie de ce groupe-là. Donc il y a un groupe de députés un peu indépendants, dépose un projet de loi visant à supprimer l'article 7 de la loi sur les retraites. L'article 7, c'est celui qui rallonge la durée de cotisation. C'est les 62 ans, les 63 ans et les 43 ans, etc. Donc si cet article-là tombe, la loi, il n'y a plus rien dedans. Elle restera, elle peut rester, mais elle est vide de sa substance. Donc le gouvernement essaie de redévelopper le même jeu qu'il a fait tout au cours du débat parlementaire, c'est de sortir les articles de la Constitution qui permettent de limiter l'espace de débat et de freiner le truc. Ils ont utilisé l'article 12, puis après l'article 49.3, maintenant c'est l'article. Ils veulent utiliser l'article 40. Sauf que les députés, eux, ils vivent là, ils vivent dans leur territoire, et qu'ils ont quel objectif? C'est pas nos situations qui les intéressent, c'est qu'ils veulent être élus là. Et que c'est compliqué. Quand même, c'est compliqué, on voit bien, pour les avoir rencontrés quelques-uns. D'abord, ils vivent la trouille au ventre. Parce que ceux qui sont inscrits sur la liste Macron, c'est pas des politiques qui sont pas du tout habitués à se faire secouer sur le terrain. Ça, ils n'y étaient pas préparés. Pour les 3 quarts, ils n'ont jamais eu de mandat, donc ils ne savent pas ce que c'est. De se faire insulter sur les marchés, tout ça, ils n'étaient pas du tout prêts. Donc ça les secoue un peu. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de les amener, essayer de faire gagner cette bataille. Alors, force ouvrière, c'est un peu compliqué dans nos têtes parce que c'est une des rares fois où on se mêle de politique. Alors qu'on a toujours dit, on regarde ça d'un peu loin. Voilà. Par la politique. Voilà. Bon, mais je pense qu'on est un peu pris au piège par l'intersyndicale. Voilà, il y a un moment, si on lâche l'intersyndicale, de toute façon, on est mort, on n'a pas le choix, et il faut qu'on essaie d'obtenir un résultat. Et puis, ça va être intéressant quand même de se dire, il faut qu'à un moment donné, les députés prennent position, quoi. Et après, ils rendent des comptes, y compris les nôtres. Hein. On verra ce qu'ils vont faire, comment ça va voter, etc. J'espère que le gouvernement n'arrivera pas à l'autre bout de sa logique, qui est d'empêcher le vote, mais en tout cas, voilà. Donc on a ça, et après, comme l'a dit Richard, ça va conditionner le calendrier. Si effectivement l'article 7 est supprimé, ça repartira au Sénat, qui bien évidemment, comme ils sont de droite et qui voulaient 67 ans, c'est le programme présidentiel de LR, ils vont revoter l'article 7, mais ça reviendra à l'Assemblée nationale, quel dernier mot, si elle ne se déjuge pas. Voilà, on peut espérer sortir comme ça de la crise. Sinon, je ne vois pas bien comment ça se termine, cette histoire. Parce que si vous l'avez vu comme moi, la colère, elle ne retombe pas. C'est peut-être ça qui est d'ailleurs assez fascinant quand on regarde les déplacements de Macron, l'énervement des Français, hein, parce que ça dépasse le strict cadre de nos organisations syndicales. Il ne faut pas se raconter de l'histoire. Hein. Le 1er mai à Lorient, là, j'avais été à 25 000, on n'avait pas fait mieux que 6 000 historiquement. Enfin, on multiplie par 4 le truc, on voit bien. Et les gens sont extrêmement en colère. Et donc, en plus, j'ai tendance à penser qu'on a un peu un terrain favorable. C'est que derrière, il y a d'autres problématiques. Il y a les salaires et l'inflation. Les salaires qui augmentent moins vite que l'inflation, donc ça énerve tout le monde. Et puis, on nous dit qu'il n'y a pas de pognon, mais on est capable de sortir 400 milliards pour l'armée. Enfin, voilà, pour la guerre. Et je ne sais pas si vous avez vu, il avait été prévu dans ce cadre-là de supprimer ce qu'on appelle le SNU, là, qui est le service national obligatoire pour les lycéens. Ça revient à la charge. Ça revient à la charge, et c'est 12 jours par an qui seront pris sur du temps de l'école. Et 12 jours où les lycéens iront jouer à la guerre. Les premiers étaient à Coëtquidan la semaine dernière. Treillis, fusil, etc., etc. Ça aussi, moi je pense que c'est un truc pour énerver la jeunesse. Les jeunes, ils n'ont pas envie, les filles encore moins que les gars. D'abord parce que je pense que c'était pas inscrit dans leur truc. Elles n'ont pas grandi avec l'idée qu'il faudrait qu'elles fassent le service national. Quand t'es un garçon, c'était un peu plus induit dans ton éducation. Donc il y a ces éléments-là. Donc on verra à la rentrée, mais rien n'est complètement perdu. Mais en tout cas, on voit bien. Et si cette réforme-là, il faut se préparer au pire. Il faut se préparer au pire. Derrière, il y a plein de gens se disent, je ne peux pas aller au bout de ma retraite, je vais me mettre en inaptitude. La prochaine réforme, c'est de taper sur l'inaptitude. L'idée des patrons, c'est quand même que les gens aillent au boulot, quoi qu'il arrive. C'est pas grave si vous mourrez dans l'entreprise, il faut que vous y alliez. C'est ça l'idée.
voilà, alors on voit bien où ça va aller. Et après, il y aura une réforme de la Sécu. Il y a une deuxième réforme de l'assurance chômage. Donc ça veut dire qu'il ne fera pas moins de chômeurs. Et donc, encore plus à plus forte raison, ceux qui seront en fin de carrière, qui auront été licenciés, qui ne retrouveront pas. Les filles d'Yves Rocher, quand on regarde le bassin de Plouernel, il ne faut pas se raconter l'histoire. Elles ne retrouveront pas un boulot CDI temps plein. C'est pas vrai. L'autre usine qui pourrait les intégrer, c'est Mix Buffet. C'est une usine qui fait du travail à la chaîne comme chez Yves Rocher et qui sait déjà que ses salariés sont fragilisés en termes de fatigue, en termes de santé. Donc c'est niette. Donc s'il leur reste s'occuper des petits vieux à temps partiel, subis, ou faire des petits boulots, quoi. Je mets des publicités dans les boîtes aux lettres. Voilà. Du précaire. Voilà. Donc, on passe d'un salariat à temps plein avec un salaire plutôt correct à une précarité organisée. Et tout ça pour un groupe qui, globalement, ne va pas si mal que ça. Ils ont un problème à l'export, mais ils ont un problème à l'export chez Yves Rocher parce que leur grosse exportation, c'était le marché russe et le marché ukrainien. Et donc, voilà. Donc là, le contexte, il est compliqué. Brice Rocher. C'est le petit-fils du fondateur, qui est devenu le 6e milliardaire breton en 2021. Le mec, il t'explique que c'est pas facile les fins de mois. C'est un peu comme Bruno Le Maire, qui explique qu'à moins de 10 000 balles, on ne peut pas acheter des pâtes pour ses gosses. C'est à peu près ce raisonnement-là. Donc on a ce sujet-là. Et effectivement, le 6 juin, moi je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. On est dans un contexte qui est compliqué. Je pense que les salariés sont mobilisés, mais il faut qu'on entretienne cette mobilisation. Parce que derrière viendra autre chose. Si ce n'est pas maintenant, ça viendra de toute façon. Donc cette colère, elle est là, elle est installée. Il faut capitaliser dessus. Il y a un moment, ça ne va pas tenir comme ça. On ne peut pas avoir 15% d'inflation sur les produits alimentaires et avoir 3% sur le SMIC. On ne peut pas avoir des salariés qui ne pourront pas aller au bout du boulot et sans droit au chômage. Parce qu'à une époque, quand vous aviez 50 ans, vous étiez licencié, vous aviez 3 ans de droit au chômage. 3 ans. Enfin, moi, je suis salarié de Pôle emploi, on ne vous emmerdait pas à l'époque. Tu arrives à 58 ans, tu partais, 3 ans, tu étais en retraite. On te mettait dans une catégorie, on ne te convoquait jamais, tu ne recevais pas un courrier. C'était assez tranquille. C'était assez tranquille. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils sont convoqués tous les mois. Et on les fait chier, l'institution les fait chier pour n'avoir rien à leur proposer en termes de boulot. En plus, on a créé un système qui est le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que si ce n'est pas l'agent qui le fait, de toute façon, l'ordinateur se rappelle au souvenir des gens. Maintenant, chez Pôle emploi, vous avez un truc, toutes les offres qui ne trouvent pas preneurs, notamment, Florian, vous allez comprendre, des métiers de filter, c'est-à-dire aller travailler au port à 5 h du matin dans le froid, dans la glace, etc. Quand on ne le trouve pas, à partir du moment où vous avez plus de 6 mois d'inscription, on vous les envoie automatiquement. Même si vous êtes ingénieur, vous recevez une offre de filter. Et on vous demande des comptes sur cette base-là. Vous avez gagné 7000 balles par un temps, vous êtes au chômage, vous avez un peu une difficulté, et on vous propose un truc à 1000 balles, et vous êtes obligé de justifier pourquoi vous ne prenez pas l'offre. Et on vous menace de vous couper les murs. On en est là aussi. Hein. Voilà. Donc il y a ces réalités-là. Donc, dossier des retraites, on ne va pas lâcher l'affaire, on est là-dessus. Et puis encore une fois, il faut préparer. On verra le calendrier. Hein. Peut-être qu'on aura une agréable surprise après en avoir eu plein des déconvenus le 8. Hein. La motion de censure, la dernière motion de censure, il manquait 9 voix. Entre-temps, on voit bien que ça a un peu bougé, hein, la psychologie. Dans le Morbihan, par exemple, tous les députés, sauf Paul Molac, ont voté contre la motion de censure. Aujourd'hui, Jimmy Pin, qui est le député de la circonscription de Port-Louis, là, sa position, elle a un peu changé. Mais parce qu'il s'est fait... il s'est fait remuer, il s'est fait rentrer dans la gueule. Et on commence à lui dire, mais tu vas retourner au boulot, toi aussi. Enfin, ses électeurs lui disent ça. Et il y en a quelques-uns qui ne bougeront pas, parce qu'ils sont dans la ligne du parti, le doigt sur la couture du pantalon, il y a une discipline de vote. Mais il y en a un paquet qui pourrait soit se faire porter pâle, en disant moi j'ai piscine, j'ai aquaponie, j'ai la grille, et les motifs sont variés, et du coup, comme c'est sur la liste, là cette fois c'est pas comme la motion de censure, c'est le nombre de votants. Donc il faut qu'il y ait une majorité. Donc ceux qui votent pas, ils votent pas, à la limite, s'ils n'ont pas le courage, ils se démerdent, mais ça peut bouger, quoi. Il ne faut pas perdre cet espoir-là. En tout cas, ce sera l'occasion de regarder ce que font nos députés et nos sénateurs là-dessus, là, et puis après de les interpeller. Et puis de commencer aussi à faire savoir aux salariés pour qui ils votent. Parce qu'il y a un moment, il faut peut-être que chacun prenne conscience de ce qu'il fait quand il va voter. Ils vont rien des comptes. Ben ouais, c'est un mandat, hein. C'est comme vous, comme dans l'entreprise. Hein. Vous êtes élu du personnel, vous avez un minimum de comptes à rendre aux salariés qui votent. Hein. Je veux dire, là,
Nous, on n'a jamais dit, personne n'a dit dans ce pays qu'il voulait une réforme des retraites. Je vous rappelle l'analyse économique. Pour financer le système des retraites de manière pérenne, il y avait deux options très réalistes et pas démagogiques. L'égalité salariale femmes-hommes, 7 milliards par an. On est en 2023, on annonce le déficit entre 2027 et 2030 à 12 milliards. 7 milliards par an, faites le calcul, c'est foutu de 28. C'était facile à faire. Et puis ça pouvait se faire même de manière progressive. On pouvait discuter avec le patronat pour dire en 3 ans, il faut faire l'égalité salariale, on récupérait un peu moins, mais on pouvait y arriver. Et la deuxième chose, c'était d'augmenter les cotisations des salariés et des employeurs. Les salariés, massivement, quand on regarde les études d'opinion, ils y étaient prêts. C'est 48 € par an. C'est que dalle, c'est 4 € par mois. Même ceux qui ont des salaires un peu faibles peuvent donner 4 € par mois contre 2 ans de leur vie. Parce que c'est les 2 meilleures années qu'on va nous prendre. Parce que à 62 ans, tu sors à peu près en forme, si tout va bien. À 64, c'est déjà moins vrai. 67, c'est compliqué. Et ceux qui viendront derrière nous, c'est-à-dire nos enfants, pour eux, c'est 70. Oui, peut-être même plus. Il y aura plus. Il n'y aura plus. Ils seront obligés de mettre du pognon de côté Oui, pour avoir une retraite. de toute façon, on l'entend bien dans le discours de Macron, quand Macron dit on veut rassurer les marchés financiers, ce qui les intéresse, c'est d'obliger les salariés d'une manière ou d'une autre à cotiser de manière volontaire sur un système d'épargne, puisque c'est une manne colossale. Ils font un RSA des retraités. Ouais, ça fait quand même pas rêver, quoi. Je pense qu'il faut quand même se bouger le cul collectivement avant d'arriver à ça. Il y a un truc à faire. On a un système anglo-saxon. Ah oui, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez pour vivre. Oui, c'est ça. Pour accumuler retraite. Ah, vous avez vu, c'est le modèle américain. On voit ça dans plein de reportages, plein de films, les petits vieux qui ramassent les caddies sur les parkings de supermarchés, qui distribuent les journaux, qui distribuent les qui sont laitiers. Bon. Dans le transport, on le voit. Ouais, dans le transport. Et les mecs. Ils ont foutu avant, alors ils ont bien travailler après. Les gens qui deviennent conducteurs de bus, alors c'est moins vrai sur votre génération, parce qu'à une époque tu passais tous les permis, tu avais le transport en commun, donc il y en a beaucoup qui ont fait ça. C'est plus vrai aujourd'hui parce que la réglementation a évolué. Et quand même, quoi. Puis, est-ce que ça rassure, quoi? Le chauffeur de bus qui a 80 ans. Ouais, c'est pas forcément idéal. Mais Voilà, je suis le dans mouvement social a quand même fait des évolutions en Europe. Quand tu regardes les positions des Anglais, des Italiens, même des Espagnols aujourd'hui, ils sont en train de se dire que les Français, on n'est pas que cons quand même, parce que dans notre démarche, ils se rendent compte qu'eux aussi, ils sont en train de se faire plumer, puis qu'ils n'ont rien dit, rien fait. Peut-être qu'on s'est foutu de la gueule des Français, mais c'est peut-être eux qui ont à moitié raison quand même dans l'affaire. Il faudrait peut-être que nous, on bouge le cul. Parce que C'est possible. moi, je regarde de temps en temps les stats sur ce qui bouge. En Angleterre, tu t'aperçois qu'il y a des corporations qui n'ont jamais rien fait, et aujourd'hui qui bougent. En Belgique, c'est pareil, il y a eu un truc la semaine dernière ou la semaine avant, c'est des corporations qui ne bougeaient pas, qui n'ont jamais rien fait en fait. Et aujourd'hui, ils commencent à se poser des questions. C'est peut-être aussi bon signe pour une partie de l'Europe. 25% des infirmières dans les hôpitaux dépendent de l'aide de l'hôpital pour bouffer tous les jours. 25%, une sur 4. C'est de fou. Hein. Le système, il est arrivé. Voilà, donc c'est forcément que les gens s'énervent. Parce que tu vas à l'hôpital, c'est déjà pas des métiers faciles, c'est quand même des métiers relativement bien rémunérés et ils s'en sortent pas. On a mis les plus beaux. Donc c'est un vrai problème. Oui, effectivement, ce qu'on est en train de faire là est regardé avec attention, et notamment par les pays limitrophes. Mais c'est un enjeu, et c'est un enjeu qui nous dépasse parce que les pays du Maghreb qu'on a colonisés autrefois, Maroc, Tunisie, Algérie, etc., ont le même modèle social que nous. À chaque fois qu'on recule, ils reculent. Donc c'est pour ça qu'au 1er mai, on avait leur soutien de leurs leaders syndicaux à Paris, parce qu'ils n'ont pas plus envie, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens et les autres, ils n'ont pas plus envie de travailler 2 ans plus que nous. C'est pareil, ils sont dans le même truc. Et leurs gouvernants calquent ça à chaque fois. Que nous, on a reculé. 2010, réforme Sarkozy, ils ont pris 2 ans comme nous. Donc voilà. Donc 6 juin, mobilisez-vous, je sais bien que c'est difficile. On a mis en place le fonds de grève. Alors, on a traité les dossiers, mais je ne me souviens pas. Pour ceux qui ont perdu de l'argent, voilà, à chaque fois, on a besoin de vos bulletins de salaire sur lesquels il y a les pertes de salaire. On a déposé les premières, Donc nous, on a payé. L'UD avait fait le choix de verser 5 € par camarade. Et ça, nous, on reçoit les dossiers avec Sylvie, on les traite. On déclenche le paiement pour l'UD, ça veut dire qu'on a transmis à la Confédération. Après, moi, en toute sincérité, j'ai pas de recul de savoir ce que fait la trésorerie confédérale là-dessus. D'abord, je crains qu'il soit noyé sous la masse.
Parce qu'il y avait trois salariés à temps plein dédiés à ce truc-là. Je ne sais pas combien ils reçoivent de putain de salaire par semaine. Voilà. En tout cas, nous, on a, voilà, au fil de l'eau, là, on en a reçu quelques-uns cette semaine, on va les traiter. Donc voilà, si vous en avez, on prend, on traitera. J'ai déposé le premier jet. Voilà, donc il vous reste encore à traiter et on paiera, bien évidemment. On s'assurera qu'on paye derrière, parce que c'est un élément essentiel. C'est un élément essentiel aussi d'aider nos camarades à tenir dans la durée. Ok.